Alter Radio, l'IFE. C'est Bonjour, ici Malou Beauvoir sur Alter Radio. Alter Radio, l'idée frais. Alter Presse, Alter Radio, pour l'émergence d'une population bien informée. Faites un don pour Alter Presse, allez faites un don pour Alter Radio. Faites un don pour Alter Presse, allez faites un don pour Alter Radio. Votre solidarité peut vraiment tout changer. Allez, venez faire vivre l'info complète et libre. Faites un don pour Alter Presse, allez faites un don pour Alter Radio. Penchez-vous sur Alter Presse et faites un don. Merci, merci, merci pour l'appui citoyen. Merci, merci, merci de votre soutien. Alter Radio 106.1 FM. Bonjour, je suis avec Thibaut Brutin, directeur général de Reporters sans frontières, la grande ONG de défense de la liberté de la presse. Bonjour Thibaut. Bonjour. Alors, tu es RSF comme directeur, tu étais déjà auparavant RSF dans l'équipe. Voilà, j'ai fait toutes sortes de métiers dans l'organisation, de la mobilisation pour les journalistes incarcérés en Turquie jusqu'à la saisine du Conseil d'État sur CNews. Et je suis devenu le directeur général en juillet 2024, après le décès de mon collègue et ami Christophe Deloire. Qui a porté cette organisation très longtemps, effectivement. Et donc, RSF, ça représente quoi? Vous avez combien? Il y a des gens qui font du plaidoyer, des gens qui font des recherches, des chercheurs. C'est quoi, grosso modo, l'organisation de RSF? Alors, RSF, aujourd'hui, c'est 180 collaborateurs, 15 bureaux et sections à travers le monde, la majorité n'étant pas à Paris. Et c'est 3 métiers. D'abord, informer sur les violations de la liberté de la presse, mener les enquêtes, avoir les informations les plus fiables possibles. On est une sorte d'agence de presse spécialisée sur la liberté de la presse. Deuxièmement, le plaidoyer. On discute avec toutes sortes d'acteurs, parties prenantes de la presse, avec des pouvoirs publics, avec des organisations internationales. On fait du contentieux stratégique pour faire avancer la cause des journalistes et du journalisme. Et puis troisièmement, on est une organisation qui est en soutien direct des journalistes et de l'accès à l'information. On a près de 1000 journalistes qui sont aidés chaque année par RSF pour se relocaliser, payer du matériel quand il a été détruit, payer des frais juridiques, des frais médicaux, mais aussi garantir l'accès des citoyens à l'information. On a un bouquet satellitaire qui diffuse vers la Fédération de Russie, par exemple. Et donc, dans 15 pays, donc la maison mère est à Paris, ce sont des filiales. Quel est le lien entre les bureaux parisiens et les autres bureaux? Alors, ce sont des filiales, si on veut. Enfin, ce sont des organisations de droit national qui sont d'ailleurs dirigées le plus souvent par des personnels qui sont nationaux aussi. Ces bureaux ont un périmètre géographique. Par exemple, le bureau de Dakar, il fait toute l'Afrique. Le bureau de Tunis fait l'Afrique du Nord et une partie du Moyen-Orient. Donc comme ça nous permet d'avoir une vraie expertise et d'être, les Américains ont cette expression grounded in communities, être vraiment immergé dans les communautés journalistiques, parce que notre but, c'est d'être en mesure de connaître à la fois très bien la situation nationale, mais aussi d'être en capacité de réaction hyper rapide. Et ça, c'est quelque chose qui est, je trouve, une des forces de RSF aujourd'hui, c'est qu'on n'est pas l'ambulance de la liberté de la presse, on est aussi en première ligne, et de plus en plus, d'ailleurs, RSF est attaqué à travers le monde pour son travail. Ce qui est plutôt bon signe quand on veut défendre la liberté de la presse, ou mauvais signe par rapport au climat sur la liberté. Est-ce qu'il y a des pays dans lesquels vous n'avez pas le droit d'aller, ou dans lesquels on vous a refusé d'établir un bureau? Alors, il y a des pays sur lesquels on a jugé qu'il était plus simple de ne pas aller. Par exemple, je m'étais rendu à Hong Kong pendant le mouvement des parapluies. On sentait qu'il était encore possible de créer une organisation de droit local. Il y avait d'ailleurs une sorte de volonté de la part de la société civile d'accueillir RSF. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, on serait probablement soit avec des collaborateurs en prison, soit on aurait été fermé par les autorités hongkongaises sur ordre de Pékin. Donc c'est souvent que nous sommes amenés à réfléchir sur notre implantation en fonction des contextes répressifs. Mais il y a aussi des pays qui, tout bonnement et tout simplement, ne souhaitent pas que RSF agisse sur leur territoire. Je pense à la Fédération de Russie qui nous a fait l'honneur en août 2025 de nous déclarer organisation indésirable.
au moins les choses sont claires. Les collaborateurs de RSF ne sont pas bienvenus en Russie et il n'y a pas la possibilité, même pour RSF, d'être officiellement en contact avec des acteurs qui sont implantés en Russie. Donc c'est un assez bon thermomètre. Est-ce que tu fais une carte des pays auxquels vous pouvez aller, dans lesquels il n'est pas possible de se rendre? Oui, enfin, disons que je dirais que une bonne façon de voir où on en est et qui sont nos amis et nos ennemis, c'est de voir effectivement le backlash qu'on a, le contre-coup. Il y a une forme de virulence de la part de l'administration américaine à l'égard de RSF. Il y a également le Parti communiste chinois qui réagit très vivement à un grand nombre de publications de RSF. Vous avez la Fédération de Russie qui nous a déclaré organisation indésirable. Vous avez les forces armées israéliennes qui ont essayé de nous discréditer. Vous avez l'Algérie qui régulièrement accuse RSF d'être une sorte de faux nez de la France. Bref, ça donne une cartographie de qui sont les amis de la presse. Comment vous êtes financé? Vous faites appel aux dons. Vous avez le livre annuel de photos magnifiques d'ailleurs qui fait partie de vos financements. Est-ce que vous avez des aides aussi des États? Oui, on a convaincu les agences de développement depuis une dizaine d'années qu'il n'y avait pas de développement des sociétés, il n'y a pas de société ouverte, comme diraient certains, même si c'est des théories qui sont discutables en elles-mêmes, sans une presse libre. C'est d'ailleurs très souvent associé, la presse, à une sorte de liberté politique, alors que c'est aussi, je crois, la possibilité de faire des choix de santé, des choix économiques, des choix d'éducation, qui sont des choix éclairés. Et donc c'est pour ça qu'on est financé notamment par des contrats de l'Union européenne. Les pays qui sont les plus engagés pour la liberté de la presse sont ceux qui sont aussi les plus vertueux dans leur propre pays. Donc les Néerlandais, les Suédois nous soutiennent beaucoup. On a un financement de l'Agence française de développement aussi, mais c'est moins de 10% du budget de RSF. Et ce que nous développons ces derniers temps, c'est le don du grand public. Parce que nous sommes convaincus qu'il n'y a pas d'avenir pour la liberté de la presse sans l'implication des citoyens. Que la liberté de la presse, c'est une sorte de mont Fuji qu'on peut regarder du point de vue journalistique, c'est la liberté de la presse, et qu'on peut regarder du point de vue citoyen, et c'est le droit à l'information. Et ça, les gens nous le rendent bien, parce qu'on est une organisation qui, justement, bénéficie aujourd'hui d'un regain d'intérêt et de dons. Et pour l'instant, il n'y a jamais eu de contradiction entre le fait de recevoir des fonds gouvernementaux et le fait de juger le pays en question. Non, non. Mais d'ailleurs, on voit bien que les pays qui sont les moins bien classés n'ont vraiment aucun appétit pour la liberté de la presse. Alors, il y a le classement annuel RSF qui est très connu, qui est attendu chaque année, qui est très suivi. Comment, grosso modo, sans trahir de secret, vous l'établissez? Alors, la méthodologie est très transparente. C'est un questionnaire. Il y a une base sondagière, dans le sens le plus noble du terme, avec 130 questions auxquelles on peut répondre de façon le plus objective possible. Beaucoup de questions sont des questions d'ailleurs à gradation, un peu, beaucoup, passionnément, à la folie pas du tout. Non, je regarde. C'est plutôt voilà. Est-ce qu'il y a des médias qui ferment fréquemment? Est-ce qu'il y a des médias qui sont fermés par ordre de l'État, etc. À chaque fois, c'est des questions avec des gradations, avec des précisions, donc on va vers le plus d'objectivité possible et ce questionnaire, on le soumet à des spécialistes de la presse dans ces pays. C'est pas seulement des journalistes et pas seulement des journalistes nationaux, ça peut être aussi des correspondants étrangers, mais on a aussi beaucoup recours à des universitaires, à des juristes, parce qu'ils sont eux en mesure de connaître les situations. On a aussi beaucoup de syndicalistes de la presse, que ce soit des syndicats patronaux ou des syndicats de journalistes. Donc ça donne des panels de répondants qui sont assez pluriels et très souvent leur jugement concorde malheureusement. Alors, l'an dernier, vous parliez d'un dévissage global de la liberté d'expression dans le monde, avec un score moyen qui est passé de 72 points sur 100 en 2002 à 54 aujourd'hui. C'est quand même dramatique. C'est dramatique. C'est pour nous cette année 2026 l'occasion de faire un regard rétrospectif sur 25 ans, parce que le premier classement date en fait de l'année 2001. Il a été publié en 2002, mais il date de l'année 2001. Et on voit qu'il y a une sorte de dynamique qui n'a pas pu être enrayée, qui a été presque implacable après le 11 septembre, où les lois sur la sécurité nationale ont servi de prétexte à la persécution des journalistes, où les lois contre le terrorisme ont servi aussi à une judiciarisation croissante des actes de presse. Et ça explique aussi cette situation dans laquelle on est. On est vraiment au bord du gouffre, là. Je pense que on s'est habitué un peu à un récit négatif sur la liberté de la presse, et RSF prend sa part là-dedans, puisque je crois qu'on est une des principales organisations à commenter ce qui se passe. Mais si vous regardez, vous avez une économie des médias qui est en vrac.
Même en France, la moitié des entreprises de presse ont été déficitaires sur l'année 2024. La plupart des médias ne vivent que par les subventions. Par des subventions ou par des déficits qui sont payés par des gens qui ne sont pas philanthropes, croyez-moi, oui. Et qui ont un intérêt à tout cela. Vous avez une libération de la parole politique contre les journalistes qui est considérable, qui génère en elle-même une violence sur le monde digital, mais aussi une violence physique. Et Donald Trump, c'est l'incarnation complète de ça. Il injurie tous les jours des journalistes. Vous avez aussi un chaos digital qui n'a pas été réglé, où la presse est invisibilisée dans les sources d'information qui remontent dans les moteurs de recherche, les agrégateurs de contenu et les réseaux sociaux. Vous avez le retour de la violence contre les journalistes. Ce qui se passe à Gaza, ce qui se passe en Ukraine, c'est gravissime. Le cadre du droit international est en train d'être bafoué par des armées qui ont mis en place des tactiques pour essayer de discréditer durablement les journalistes. Je pense que ce qui se passe à Gaza, c'est vraiment un point de non-retour. Et puis vous avez un sujet qui est encore plus profond, qui est celui du déficit de confiance des journalistes. Et ça peut emporter tout. Non seulement les gens ne consomment plus d'informations au sens traditionnel du terme, mais en plus, ils font montre soit d'un tunnel de polarisation, soit d'une fatigue informationnelle et d'un discrédit. Chaque année, la Croix publie une étude annuelle sur la confiance, la crédibilité des journaux. Et en fait, les journalistes, dans la catégorie des métiers dans lesquels les Français se reconnaissent le moins ou auxquels les Français font le moins confiance, les gens arrivent souvent quand même dans la queue du peloton, alors qu'en même temps, les Français consomment beaucoup d'informations. Il y a un peu un paradoxe quand même. Et ils sont inquiets pour la liberté de la presse. Donc ça, il y a des raisons d'espérer. C'est-à-dire que on voit que le problème aujourd'hui de la confiance dans les médias et plus généralement dans le journalisme, c'est aussi une sorte de maladie qui n'a pas été traitée. Et j'invite vraiment les dirigeants des entreprises de presse à regarder ce sondage plus en profondeur. Quand vous regardez, vous voyez que les citoyens, ils ont 3 types de récriminations. Ils veulent qu'on distingue l'opinion de l'information. Alors c'est compliqué à faire, mais je crois que c'est possible. Ils demandent est-ce que le cycle de l'information... C'est le b.a.-ba normalement. C'est le b.a.-ba. Alors après, tout le monde pourra dire qu'on rentre dans des considérations théoriques, qu'est-ce qu'une information, qu'est-ce qu'un fait. Je vous promets que c'est faisable, on peut y arriver. Il y a une volonté aussi de distinguer le principal de l'accessoire. Ce sentiment qu'on a un flux d'informations qui est excessif en quantité, et puis aussi sortir d'une sorte de flux continu avec une trop grande rapidité du flux informationnel. Donc ça, c'est des demandes des citoyens. Avec le principe des chaînes d'information permanentes, avec le breaking news, avec... Alors, moi je pense que sur la rapidité, oui. Après, on peut avoir des chaînes d'information en continu qui ne sont pas des chaînes d'opinion. Et d'ailleurs, juridiquement, je le rappelle, en France, les chaînes d'opinion n'existent pas. Donc c'est pour ça que RSF, qui s'engage assez peu sur les sujets français, sauf situation gravissime, et ben justement aujourd'hui, on est de plus en plus préoccupés. On a ouvert un bureau France il y a quelques mois, et notre combat historique en France, c'est contre une des transformations les plus violentes du paysage médiatique, qui est l'apparition du groupe Bolloré, qui, pour nous, pose problème depuis 2016. Alors là, vous avez porté le fer, vous avez saisi le Conseil d'État, vous avez remporté une victoire juridique, on peut dire, et on vous accuse d'être responsable de la fermeture de C8. Il y a vraiment un bras de fer que vous avez gagné et que vous avez repris le combat, puisque la commission d'Alonc ne vous a pas tout à fait satisfait et que vous estimez que CNews ne remplit pas le cahier des charges qu'ils ont pourtant signé. Oui, la législation française est très bien faite. Elle est un peu datée technologiquement sur certaines dimensions, mais la loi de 1986, qui a quand même 40 ans, elle prévoit à la fois la liberté de communication, mais aussi l'honnêteté, l'indépendance et le pluralisme de l'information. C'est des termes très génériques, mais très nobles. Et pour nous, il est important que ces termes aient de la substance. Et les conventions de chaîne sont le reflet de ça. À la demande du régulateur, l'Arcom, il y a des obligations qui ont été posées quand on veut disposer d'un canal public. Parce que je rappelle que quand vous êtes sur la TNT, vous utilisez une sorte de fréquence qui appartient à la communauté citoyenne. Sur l'indépendance, on a obtenu gain de cause, même si on n'est pas aussi avancé qu'on le souhaiterait. C'est-à-dire que l'Arcom a convenu, le régulateur a convenu qu'il n'était pas possible de se contenter de sanctionner ou de constater quand il y avait des incidents à l'antenne qui portaient atteinte à l'indépendance. Je prends l'exemple de Louis Boyard qui avait été interrompu sur C8. Ça, c'est évidemment un exemple de censure à l'antenne. Il parle de l'actionnaire, Monsieur Bolloré, et paf, on lui débranche le micro. Mais en vérité, nous, on travaille dans 130 pays dans le monde.
on voit bien que ça se passe autrement. C'est en amont qu'a lieu la censure. Il faut que le régulateur ait regardé plus profondément là-dedans. Il y a la question de l'honnêteté. On voit à répétition des campagnes de haine déclenchées contre des figures publiques, contre des journalistes, grâce à des antennes comme celle de CNews. Et puis il y a la question du pluralisme, qui est une question qui est vraiment importante, fondamentale. Les pays qui ont renoncé aux obligations de pluralisme à la télévision sont des pays où la polarisation s'est trouvée naturellement accrue. L'exemple typique étant les États-Unis, qui au moment de la présidence Reagan ont dérégulé la télévision. Il n'y a plus d'obligation de pluralisme. Et qu'est-ce que vous voyez arriver ? Eh ben, vous voyez arriver Fox News. Alter Radio. Tu as parlé tout à l'heure du 11 septembre, donc en fait, le problème c'est qu'auparavant, les choses étaient simples, il y a les démocraties où les libertés de presse existaient et les dictatures où elles n'existaient pas, mais maintenant, ce que RSF constate, c'est que, y compris dans les démocraties, il y a un recul pour les libertés de la presse. Oui, l'Union européenne est un espace qui demeure plus avantageux pour les journalistes que le reste du monde. Ça, c'est quand même une réalité. Il faut pas trop crier au loup, parce qu'il y a quand même un espace avec des garanties, avec des polices aussi qui pourchassent ceux qui voudraient porter atteinte aux journalistes. Mais même dans l'Union européenne, on voit un déclin. Et c'est pour ça que nous avons appelé de nos vœux le règlement européen sur la liberté des médias, qui rentre en vigueur en août 2025. Et ce règlement, il pose un cadre qui doit s'appliquer bien évidemment aux pays de l'Union européenne auxquels on peut penser naturellement, la Hongrie, la Slovaquie, qui sont des pays qui ont connu ou qui connaissent des régimes qui cherchent à affaiblir le journalisme. Mais il faut que tout le monde regarde aussi dans sa cuisine, et personne n'est parfait. Et la France, par exemple, aujourd'hui, presque un an après l'entrée en vigueur de ce règlement, n'est toujours pas en conformité. Monsieur Arnaud peut racheter le magazine économique Challenge, alors qu'il est la première fortune de France et détenteur de 90% de la presse économique française, sans que personne n'y trouve à redire. Et non seulement l'opération, qui est une opération de concentration, est validée, mais en plus elle permet le déboulonnage des garanties d'indépendance qui existaient pour la rédaction de Challenge. C'est pas normal. Nous, on est allé au Conseil d'État, ça sera jugé dans quelques jours. Alors, il y a aussi auparavant le fait d'avoir un bandeau, un marque presse, quand on était dans une période de conflit, vous protégeait. Aujourd'hui, il ferait pas ce que les journalistes retirent leur qualité de presse parce que ça en devient des cibles. C'est parmi les conversations les plus pénibles qu'on a. Je dois avouer que c'est des conversations très très dures avec des journalistes en Ukraine notamment qui nous disent moi je mets plus ma chasuble presse parce que les drones russes vont me cibler. Ou à Gaza, une chose qui m'a énormément meurtri, j'en ai encore de l'émotion quand j'y repense, c'est les journalistes qui nous disent en fait les citoyens, les passants, les gens dans la rue ne voulaient plus nous parler, ne veulent plus nous parler parce qu'ils ont peur que nous attirions en fait la foudre israélienne. Et ça, c'est écœurant de voir ça. Le droit international est très clair là-dessus. Il y a une résolution des Nations Unies qui explique que la sauvegarde des populations est en quelque sorte fonction de la présence des journalistes sur place. Là où il n'y a pas de journalistes, vous pouvez craindre le pire. Et je dis souvent, qui dira l'horreur des crimes de guerre ? Qui dira les génocides s'il n'y a pas de journalistes ? Et on a besoin de cette fonction. Et c'est pas le moment justement de porter atteinte au droit international, de diminuer sa portée ou sa valeur. C'est malheureusement ce qui se produit avec une sorte de situation de fait où les forces armées israéliennes ont mis en place une stratégie que je rappelle qui est très claire. Vous fermez la bande de Gaza à la presse internationale, il reste plus que les Palestiniens. Vous discréditez les Palestiniens avec une unité spécialisée dans l'armée israélienne qui doit trouver tout ce qu'ils peuvent trouver pour diffamer les journalistes palestiniens, et vous les frappez. Et ça, il y a un avant et un après. Et le fait que un pays dont on peut discuter longuement si c'est une démocratie ou pas, mais un pays qui faisait quand même des efforts pour prétendre défendre la liberté de la presse, se retrouve avec 200 journalistes assassinés de sa faute, c'est complètement ahurissant. Vous avez également déclaré que vous refusiez de conseiller comme journaliste les propagandes de Russia Today, les dirigeants du Hezbollah, les caméramans du Hamas. Donc, comment vous différenciez du gouvernement israélien qui dit que, en fait, tous les gens, il n'y a pas de journalistes à Gaza, c'est des gens du Hamas ou des confrères à vous, comme Raphaël Enthoven ou Jean-Yves Vosner qui dit qu'il n'y a pas de journalistes palestiniens. Alors, comment vous faites la différence entre les journalistes palestiniens et les gens du Hamas ? Alors, c'est très simple. Nous avons, une capacité de vérification des faits. Déjà, le principe, c'est que pour Reporters sans frontières, dans notre méthodologie, la charge de la preuve, c'est pour nous. On peut pas dire par défaut qu'une personne a été assassinée. Il faut apporter la preuve par des faisceaux d'indices, par des preuves matérielles, que tel ou tel journaliste a été tué dans le cadre de ses fonctions. C'est le premier point. Et le deuxième, c'est qu'effectivement, on regarde pour qui il travaille.
La liberté de la presse, c'est un concept qui invite à travailler dans l'intérêt général pour établir des faits. Ce n'est pas obéir aux ordres. On travaille dans plein de pays où, regardez au Vietnam, ceux qui ont la carte de presse, ils écrivent ce que le pouvoir veut bien leur faire écrire. On connaît ces pays-là. Et donc c'est pour ça qu'on est très vigilant sur qui on défend. Parce que on peut pas demander à nos concitoyens en Europe ou à travers le monde de défendre les journalistes si on défend n'importe qui. Et ça, je crois que c'est un critère distinctif qui fait partie de l'identité de Reporters sans frontières. La liberté de la presse, ce n'est pas la liberté d'expression des journalistes ou la liberté d'expression de leurs propriétaires, que ce soit des forces politiques ou des hommes d'affaires. C'est véritablement un travail d'intérêt général. Alors effectivement, à Gaza, on a été très clair, on n'a pas défendu Al-Aqsa TV, la télé du Hamas, on n'a pas défendu les agences de communication du Hamas, on n'a pas défendu Russia Today et Pierre-Louis Canal quand ils ont été incarcérés dans les pays baltes. Franchement, quand vous recevez, comme ça nous est arrivé un beau jour dans les années 2010, une lettre de Russia Today qui vous demande de les défendre au titre de l'article 19, vous vous dites, dans quel monde orwellien sommes-nous arrivés ? La liberté de la presse n'a pas été créée pour devenir la liberté des propagandistes. C'est la liberté d'un travail dans l'intérêt général. Mais à Gaza, comment vous distinguez ceux qui travaillent pour le Hamas, c'est quelqu'un, parce qu'Israël va dire que tous ceux qui ont une caméra travaillent pour le Hamas. C'est complètement faux. Je vous invite à regarder un film qui est très beau, qu'on a beaucoup soutenu, qu'on a cofinancé, qui s'appelle Inside Gaza, qui vous montre le travail de l'agence France Presse à Gaza. C'est des journalistes palestiniens qui travaillent pour l'agence France Presse, pour certains de longue date. Certains ont d'ailleurs été arrêtés ou torturés par le Hamas, et ils se retrouvent à vivre une situation où il y a une sorte de folie collective qui s'empare de leur production journalistique, où d'un coup tout est remis en cause. Un enfant sur une photo, ce serait un montage. Et moi-même, je l'ai vécu. Je travaille depuis donc près de 10 ans, plus de 10 ans pour Reporters sans frontières. Dans aucun conflit, on m'avait demandé dans des interviews si la personne que nous défendions était vraiment journaliste. Jamais. Avec Gaza, ça m'est arrivé quasiment systématiquement, soit à l'antenne, soit en antenne, que des journalistes me disent « Mais monsieur Brutin, comment êtes-vous sûr que ce sont des journalistes ?» Eh ben, nous avons une méthodologie, nous connaissons les rédactions, nous connaissons les journalistes, nous faisons vérifier chacun des cas, et vous verrez que il y a d'autres organisations qui ont été prises dans des polémiques avec les forces armées israéliennes. Nous, c'est pas le cas, parce qu'on est béton sur la documentation des cas qu'on défend. Alors, vous avez également critiqué les LFI qui portaient atteinte aux droits de l'information des citoyens. Est-ce que vous pouvez dire un peu dans quelles conditions ? Oui, alors, nous, on discute avec l'ensemble des forces politiques françaises, on regarde avec intérêt les propositions et on va voir ce qu'on fait de la présidentielle, parce que c'est un peu le concours Lépine des bonnes idées pour réformer le secteur des médias. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas réformer le secteur des médias, il y a pas des tas de choses à faire, mais je suis pas sûr que toutes les idées qui soient sur la table soient toutes également valables. Et on a constaté effectivement que il y avait une tentation chez LFI de fragmenter l'espace médiatique. C'est lié à un sentiment qui n'est pas faux d'ailleurs, que parfois le paysage médiatique leur est hostile. Et la tentation de Jean-Luc Mélenchon, c'est de suivre une logique de compartimentation, de compartimentage, où vous avez une sorte de conférence de presse de stature présidentielle, même si c'est quand même un petit peu en dessous en termes de décorum, reconnaissons l'humilité de l'exercice, avec ce qu'ils appellent les nouveaux médias, qui sont en fait des influenceurs d'information, ou des influenceurs tout simplement, et pour certains d'ailleurs des médias aussi établis avec des processus journalistiques. Ça donne l'apparence d'une conférence de presse, mais ça n'en est pas vraiment une. Et c'est pour ça qu'on est sorti du bois, on l'a dit clairement. Pour nous, c'était pas une bonne idée, ça nous paraissait une faute politique, une faute médiatique. On était bien conscient aussi que c'était un exercice qui avait sa limite. C'est pas un retrait complet de l'ensemble des médias, puisque Jean-Luc Mélenchon, Manuel Bompard et des tas d'autres élus continuent à aller sur BFM, même sur CNews, comme on l'a vu l'autre jour. Et donc c'était juste un constat de désaccord, une condamnation. Et je trouve que c'est inquiétant parce que j'ai été invité sur des dizaines de plateaux de télé, j'ai refusé d'y aller parce que c'était devenu une sorte de truc épidermique. Je pense que les médias français sont un peu malades de Jean-Luc Mélenchon et vice-versa, probablement. Oui, il y a vraiment une sorte d'attraction-répulsion. Et en même temps, au même moment, il y avait Jemileh, le mania hongkongais de la presse qui a été condamné à une lourde paire d'amendes, qui était la fin de la liberté de la presse à Hong Kong. Et ça n'intéressait pas les médias français. Eh oui, c'est un peu le problème de la situation dans laquelle on est. On voit que il y a une loi du kilomètre qui est une réalité.
et qui tu vois du microcosme en fait. Ouais, et qui est une limite à notre action. C'est-à-dire que nous, on est une organisation de solidarité internationale avant tout, et franchement, c'est dur d'intéresser. Il y a beaucoup de gens, moi, quand je me balade en France ou dans les gares, les aéroports ou dans les cafés, les gens viennent me voir, disent, vous êtes de RSF, machin, etc. Merci pour tout ce que vous faites pour les journalistes français détenus à l'étranger. Oui, mais sur les 500 journalistes détenus détenus dans le monde aujourd'hui, il y en a qu'un seul qui est un journaliste français détenu à l'étranger, qui est Christophe Glaise, et encore, on peut rajouter un deuxième, Mourad Zeghidi, journaliste franco-tunisien, qui a rendu public sa nationalité française récemment, et effectivement, c'est 2 sur 500. Donc il y a une sorte de mauvaise perception, et je le dis, l'immense majorité des gens que nous défendons sont des journalistes nationaux, qu'on appelle de façon un peu dépréciative, je trouve, dans la presse, comme des journalistes locaux. Oui. Pour moi, un journaliste local, il est toujours le local de quelqu'un. Voilà, on est toujours le local de quelqu'un, mais enfin, c'est un américanisme, à mon avis, assez coupable, qui vise à, c'est pas du journal étudiant, quoi. C'est des journalistes nationaux, et c'est vrai que c'est la réalité de ce qu'on vit, de ce qu'on voit. C'est difficile d'intéresser à ce sujet-là. Vous avez également demandé de ne pas faire une fausse équivalence entre la mise en demeure de CNews et celle du service public. Ah oui, le régulateur a tendance à essayer de ménager un peu la chèvre et le chou, et nous on pense que il y a un risque aujourd'hui que ce soit Yeah, yeah. Funky. Yeah, yeah. Funky. Yeah, yeah. Funky. Yeah. L'alliance sera tellement Funky. Vigna et Melka. Make it funky. L'esprit de l'alliance est Funky. L'alliance sera tellement Funky. Vigna et Melka. Make it funky. L'esprit de l'alliance est Funky. Oui, le sujet est ouvert de manière claire. Aucune ambiguïté, nos rapports sont sincères. Oui, c'est clair, je vous parle de respect, je vous parle de cette valeur qui se perd en effet. Le monde moderne dissout les vraies valeurs. C'est là il y a de quoi avoir le cœur. On mille, y a de quoi avoir le cœur. On mille morceaux car les villes aussi Joe sont touchés par le manque de respect. Come back on a funky track. Once we start, no turning back. Feel the groove and you will move to this all night long. Once you learn, you start to grow. Once you grow, you start to know. Respect yourself and the rest will flow. Respect yourself, respect the funk. Respect the ladies. Respect yourself, respect the funk. Respect yourself, respect the funk. Respect the ladies. Respect yourself, respect the funk. Je veux du respect pour le bang bang, boogie boogie hoogie hoogie haha. Respecte l'ancienne école et sa descendance. La nouvelle école a besoin de cette présence en France. Le break est oublié et le rap est commercialisé. Le tag disparaît et le graphe surgit dans des galeries d'ART spécialisées. Malgré tout paix, respect aussi à tous les funky de la planète. Mais quand je dis funky, pensez plus au comportement qu'à l'esthétique et tout le vent, oui. Le funky est un état d'esprit, sachez que l'oriental number, ouais, on fait partie. Magic in the mood. Find yourself inside the grooves. Music's what we really came here for. Respect yourself, respect the funk. Respect the ladies. Respect yourself, respect the funk. Respect yourself, respect the funk. Respect the ladies. Respect yourself, respect the funk. Je suis down avec le Mia, mais chez nous c'est la peta qui a comblé ces années-là. Le respect touche aussi les DJ qui nous ont fait et nous font danser oh yes, it's good to be a king. And yes, it's good to be a queen. Respect yourself and the rest will flow. Le diamant voyage sur le sillon en kilométrage illimité et transmet le son. On l'a empêché piste au pays d'évoluer, mais pire dans le domaine, nous sommes restés acharnés du respect du vinyle, tu le sais. La vie a fait qu'il n'y a aucune reconnaissance pour le rôle du vinyle. Je passe comme dit Nas. Life's a bitch and then you die. Voilà. Respect yourself.